Bonjour et bienvenue dans notre émission autour des préventions, quoi faire avec mon corps. Pour cette première émission de rentrée 2022, nous avons la chance d'avoir dans les studios de Radio Verdon une psychologue clinicienne et psychothérapeute. Elle peut consulter régulièrement à la maison de santé de Castellane. Et donc nous allons d'abord rencontrer la personne avant de parler du sujet qui lui tenait à cœur, l'équilibre entre le corps et l'esprit. Bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous ? Donc, je suis Émilie Di Carlo, psychologue clinicienne et psychothérapeute également, auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Et l'idée, c'est d'accompagner les personnes qui font la démarche pour venir me rencontrer, pour les aider à dépasser les difficultés qu'elles vivent actuellement. Ces difficultés sont généralement liées à des expériences de vie passées qui n'ont pas été pleinement digérées et qui se répètent dans le présent et qui font que les personnes souffrent à des degrés plus ou moins importants. Et donc l'idée, c'est d'accompagner ces personnes-là pour les aider à retrouver leurs propres ressources intérieures. Et ces ressources intérieures vont les aider du coup à prendre confiance en leurs capacités pour dépasser ce qu'elles sont en train de vivre, reprendre confiance en elles-mêmes et se sentir plus épanouies dans la vie. Quand on parle de psychologue clinicienne et de psychothérapeute, qu'est-ce que ça veut dire en vrai ? Alors, la psychologie clinique, finalement, c'est une spécialité qui étudie, grosso modo, les troubles mentaux, du coup. Mais la clinique signifie quand même être au chevet du patient. Hein, dans les anciens textes, c'était ça. Et donc, il y a cette idée d'être au plus près du besoin du patient, au plus près de ses difficultés, pour pouvoir l'accompagner et le soutenir d'une manière adaptée. Donc, c'est ça, en fait, le rôle du psychologue clinicien, c'est finalement d'être au plus près de la problématique du patient. La psychothérapie, du coup, reste une pratique, du coup, de la psychologie. Moi, j'ai obtenu mon master en psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse à l'université d'Aix-Marseille en 2016. Et donc, en tant que psychologue clinicien, nous sommes également psychothérapeutes de fait, puisque nous avons suivi la spécialité psychologie clinique. Donc la psychothérapie, finalement, c'est une approche. C'est une approche comme d'autres approches qui existent pour soigner les difficultés. Et donc, voilà, tout l'enjeu, c'est finalement la relation. C'est la relation thérapeutique entre le patient et le psychologue ou le psychothérapeute qui va aider, en fait, le patient à amorcer une dynamique de changement pour se sentir mieux dans sa vie. Alors le sujet que vous avez envie d'aborder, c'est donc l'équilibre entre le corps et l'esprit. On voit bien ces derniers temps qu'il y a beaucoup d'injonctions faites à chacun d'entre nous sur si vous voulez aller bien, il faut dormir, faire du sport, manger comme si, entraîner votre cerveau, avoir des temps de vide et de repos, même des temps de méditation. On voit qu'il y a énormément d'injonctions comme ça, ce qui veut dire que d'aller à la recherche de cet équilibre, c'est d'abord faire en sorte que son corps aille bien et que son esprit aille bien et ensuite trouver l'équilibre. Mais dans ce cas-là, c'est presque une charge de travail à temps complet. Alors, oui et non, parce que il y a cette idée d'accepter aussi ce déséquilibre permanent dans lequel on est. C'est la vie, en fait. C'est-à-dire, c'est un jeu d'équilibre et de déséquilibre. On est toujours amené à vivre des situations qui peuvent être difficiles et qui nous amènent à rompre un petit peu avec cet équilibre corps-esprit. Mais tout l'enjeu, c'est de connaître nos propres ressources intérieures, c'est de nous connaître suffisamment pour se dire « Tiens, je sais comment je vais pouvoir rebondir par rapport à ce qui vient de m'arriver. Je sais finalement comment je fonctionne et ce que je peux faire pour rétablir cet équilibre-là. » Donc, ça me paraît important aussi d'accepter ce jeu de la vie, qui est vraiment un jeu entre l'équilibre et le déséquilibre. Et de toute façon, le corps et l'esprit fonctionnent en synergie. Donc, si on s'occupe du corps, on s'occupe aussi de l'esprit. Et si on s'occupe de l'esprit, on s'occupe aussi du corps, en quelque sorte. Même s'il y a des pratiques
qui sont centrées sur le développement de l'esprit, comme par exemple la méditation, la relaxation, et des pratiques centrées sur le développement du corps, comme par exemple l'activité physique. Mais on connaît aujourd'hui les liens qui existent entre l'activité physique et le bien-être psychologique, où justement on sait que quand on pratique une activité qui nous plaît, hein, on produit un certain nombre d'hormones, etc., dans notre organisme. Et ces hormones, qui peuvent être des hormones du bonheur, sont responsables aussi d'un état de bien-être psychologique. Et on se sent plus confiant en soi, on se sent plus en capacité de réagir si jamais il y a des situations plus difficiles qui peuvent nous arriver, parce qu'on se sent plus fort. Hein, et je dirais qu'il y a vraiment ce lien qui est très important entre les deux, entre le corps et l'esprit. Et pareil, quand on s'occupe de l'esprit, du coup, le corps bouge également. Le corps se met en mouvement, le corps nous parle, le corps s'anime, il nous parle du coup à travers nos comportements, du coup, à travers parfois des actes manqués, justement, où on est amené à faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait d'une manière consciente, mais inconsciemment, on l'a fait. Hein, et donc, ça, c'est tout à fait curieux. Hein, donc, ça veut aussi dire qu'il y a une grande part de l'inconscient qui est présente en nous. Et il s'agit en tout cas de bien l'identifier pour se dire qu'est-ce que j'en fais de cette part d'inconscient qui m'anime et qui peut m'amener à avoir tel ou tel comportement que j'aurais pas eu d'une manière consciente. Parce que des fois, il se passe des choses on peut pas toujours tout expliquer, en tout cas. Je crois que c'est important de... Donc l'idée, c'est pas forcément que notre corps et notre esprit soient au même niveau de maintien en bonne santé. C'est que l'entrée peut être ou par peut-être des techniques, on parlait de méditation tout à l'heure, et à partir du moment où on va pratiquer la méditation, ça va avoir une incidence sur notre corps et donc l'équilibre va être trouvé. Ou si on est fan de muscu, on peut faire de la muscu et en sens inverse, ça va avoir un intérêt pour notre esprit parce qu'on va faire une activité qui nous convient, même si on rentre plutôt par une activité physique. Et cet équilibre va se créer là, à ce niveau-là ? Oui, mais c'est très important de tenir compte de nos motivations intrinsèques. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de développer notre corps ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de développer notre esprit ? Donc, c'est cette capacité à pouvoir se poser les bonnes questions et tenir compte de nos motivations parce que ce qui compte, c'est de ne pas être dans quelque chose, une pratique qui pourrait, nous amener à prendre la fuite. Hein ? C'est pas parce que je me concentre sur le développement de mon corps que, pour autant, je suis en train de fuir des complexes. Du coup, c'est parce que j'ai des motivations profondes qui m'amènent justement à développer ce corps. C'est parce que je pars du principe où le corps et l'esprit fonctionnent ensemble, en synergie. Et donc, du coup, si j'arrive à développer mon corps, si j'arrive à me sentir bien dans mon corps, automatiquement, il y a des choses qui vont se déverrouiller dans mon esprit. Je vais avoir une pensée qui va se modifier peu à peu. Parce que peu à peu, je vais prendre confiance en ma force, en ma capacité à faire des choses que j'aurais pas fait avant, parce que physiquement, je me sens plus fort, plus confiant en moi. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir de dérive de cette manière de penser par rapport, par exemple, à la beauté ou à la recherche d'un esthétisme particulier ? Oui, tout à fait. Alors, ça peut être dans le cadre de la musculation, comme je l'ai cité, mais ça peut être dans évidemment plein d'autres circonstances. Hein. Le culte de la performance, en effet, c'est une manière déguisée de ne pas vouloir voir nos souffrances. Et d'ailleurs, on le voit bien parce qu'il y a pratiquer de l'activité physique et pratiquer de l'activité physique, en fait. On ne le pratique pas dans les mêmes dispositions, dans la même conscience de notre corps, de nos raisons, de nos motivations intrinsèques qui nous poussent à pratiquer. Et du coup, il y a cette idée aussi de est-ce que je le fais pour me faire du bien, du coup, parce que pour moi, ce qui prévaut, c'est le bien-être, le plaisir et le bonheur dans la vie, ou est-ce que je le fais parce que je veux me prouver des choses à moi-même et prouver des choses aux autres ? Prouver que je peux être plus fort que telle personne, prouver que je peux arriver très très loin, mais à quel prix ?
du coup. Et la plupart du temps, quand on est dans cette recherche du culte de la performance, eh bien, ça a été notamment pas mal explicité par un auteur qui s'appelle Olivier Lafay, qui a pas mal travaillé sur cette question, et avec d'autres auteurs aussi associés, qui ont identifié que la plupart des personnes qui pratiquent une activité physique de manière intensive, dans une idée de se dépasser toujours plus, de dépasser nos limites, etc., étaient dans une dynamique de déplaisir, en fait, de souffrance. Voilà, donc c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dépassé, et la pratique de l'activité physique, au lieu d'être constructive, elle est destructrice pour le corps et pour l'esprit. Parce qu'après, il y a des risques de blessures, etc. Donc on ne peut pas aller bien, même si notre corps paraît être en bonne santé, même si on paraît être bien d'un point de vue physique. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'on est bien d'un point de vue mental. Mais à l'heure actuelle, alors on parlait là de la musculation, mais on voit bien sur les réseaux sociaux avec les différentes influenceuses et influenceurs qu'il y a aussi un culte de l'image du bonheur. Est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre qui est du coup très intime et très personnel à partir du moment où on essaye de correspondre à une image de bonheur qui doit être, sensationnelle, qui doit être visuelle ? Je dirais que là, on s'égare, parce que c'est pas du tout ça, le bonheur, en fait. Vraiment, c'est un chemin intérieur. Du coup, le bonheur, la joie de vivre, le fait de se sentir épanoui, c'est vraiment un chemin intérieur qu'il me semble important que chacun puisse découvrir, en tout cas. En tout cas, que chacun puisse se donner les moyens d'accéder à ce chemin intérieur, qui est celui du bonheur, et se méfier de ces images sociétales qui nous poussent à aller rechercher quelque chose à l'extérieur de nous, à savoir le bonheur, alors que le bonheur se trouve à l'intérieur de soi. Et en fait, du coup, on est dans une dynamique de comparaison à l'autre, et on n'est jamais conscient de nos progrès, de nos capacités, de nos compétences, finalement. Donc on est toujours dans une dynamique de souffrance lorsqu'on ne revient pas à soi, et lorsqu'on passe notre temps à se comparer aux uns et aux autres. Parce qu'on est tous différents, du coup. Oui, mais enfin, c'est facile à dire, mais dans les faits, on voit bien que si on a envie de rester intégré à un groupe social, à l'heure actuelle, quel qu'il soit, il faut quand même être un petit peu présent sur les réseaux. Ça s'appelle des influenceurs, c'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes influencés. Comment on peut arriver à trouver justement cet équilibre? Alors là, on parle d'équilibre corps et esprit, mais comment on peut réussir à trouver cet équilibre entre j'existe au monde dans la société de 2022, et sans se couper non plus de ses droits et ses devoirs, et en même temps arriver à être nous-mêmes et conscients et heureux de ce que l'on est. Ça passerait, selon moi, par la connaissance de soi-même. C'est-à-dire, finalement, si j'arrive à me connaître suffisamment, je ne suis pas sûre qu'on puisse se connaître en totalité, sauf pour peut-être des personnes qui ont déjà pas mal médité, pas mal vécu d'expériences, voilà. Mais c'est vrai que le chemin de la connaissance de soi est un chemin qui est très très long, et qui fait que où je me sens à ma place dans cette société, dans ce groupe, où je me sens pas à ma place, pour X ou Y raison. Et est-ce que je vais faire semblant, du coup? Est-ce que je vais tenter de me forcer, correspondre à une image qui est attendue de moi, ou est-ce qu'au contraire, je vais me dire, non, en fait, moi je suis conscient de qui je suis, je commence à me connaître, et donc du coup je choisis les expériences de vie que j'ai envie de vivre, je choisis les personnes que je veux avoir autour de moi, je choisis mon travail, je choisis beaucoup de choses, je choisis tout dans ma vie, finalement. Et donc je suis plus dans une dynamique où je subis. Je subis ce qui m'arrive, je subis les relations, je subis l'influence sociétale, parce que du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui me correspond ? Qu'est-ce qui ne me correspond pas ? Et se connaître soi, c'est aussi connaître nos valeurs. C'est aussi connaître notre histoire. C'est aussi pouvoir vraiment prendre le temps de se dire, mais les personnes qui sont autour de moi, quelque part, elles me ressemblent. S'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas en accord, libre à moi de les changer. Mais de les changer à l'intérieur de moi, pas de demander aux autres de changer.
Le temps est un gros souci, est une valeur énorme de notre société. Le temps que l'on a, le temps qui passe, le temps que l'on donne. On voit que c'est en train de bouger un petit peu là en ce moment sur la valeur que l'on apporte au travail, sur le fait d'avoir plus de temps pour soi, plus de temps libre. Ça veut dire que dans cette société de 2022, on essaye de tendre justement vers un équilibre un petit peu plus important sur notre temps de bien-être, notre temps de travail, notre temps avec les autres, notre temps que l'on a besoin d'être tout seul. Est-ce que trouver l'équilibre aussi, c'est pas justement trouver un équilibre bêtement de calendrier, d'agenda? Ça peut. Ça peut passer par quelque chose de plus formel, du coup. Mais sans oublier l'importance, à mon sens, de pouvoir à un moment donné se dire, OK, j'ai une partie de mon temps qui est consacrée au travail, à mon activité professionnelle. Et qu'est-ce que je fais du reste de mon temps, hein? Parce que je crois que ce qui est important aussi, c'est de se dire, le temps, on se le crée, en fait. Hein. On crée du temps pour soi, on crée du temps pour les autres. On accepte aussi à un moment donné de revoir nos priorités et de se dire, là, par exemple, peut-être que j'ai trop travaillé, peut-être que effectivement je suis fatiguée consécutivement à l'engagement, à l'investissement que j'ai donné sur mon activité, et j'ai peut-être délaissé des moments où j'aurais pu avoir des temps pour moi, des temps pour ma famille, etc. Et je crois que vraiment le temps, aujourd'hui, c'est où je pars du principe où je crée entièrement ma vie, et dans ce cas-là, je crée, en fait, les temps dont j'ai besoin pour finalement me sentir dans cet équilibre-là, corps-esprit, ou alors je passe mon temps à courir après le temps et à me plaindre du coup du fait que je n'ai pas suffisamment de temps pour faire les choses qui me plaisent, pour passer du temps avec ma famille, pour partir en vacances, etc. Parce que je crois que c'est vraiment important de se dire à un moment donné, mais quelle vie j'ai envie de mener? Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui me convient? Si oui, c'est parfait. On se rapproche clairement de cet équilibre-là. Si la réponse est je ne sais pas ou non, alors en effet, ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir agir. Mais c'est pas un petit peu, désolé du qualificatif, mais un petit peu snob de se dire tout le monde a la possibilité de se poser cette question-là. Il y a quand même une partie de la population qui est dans des difficultés matérielles ou sociales, qui fait que se poser la question en disant est-ce que là j'ai fait les bons choix dans ma vie ou la répartition de mon temps est la bonne, et est-ce que je peux tendre vers un bonheur qui serait autre, différent ou qui me semble inaccessible? C'est tout à fait possible, mais ça va passer par la capacité du coup à inspirer les autres. C'est-à-dire, il peut y avoir des personnes qui sont en difficulté et qui ne parviennent même pas à se poser des questions en se disant, finalement, peut-être que là, j'en fais trop. Mais je ne sais pas comment faire autrement. Je n'ai pas cette capacité. On a tous la capacité à penser, mais parfois cette capacité à penser n'est pas tellement développée selon les personnes. Ça dépend de la culture, ça dépend de l'éducation, ça dépend de notre ouverture d'esprit. On n'a pas tous le même développement de notre capacité de penser. Et ce qui est important, c'est de se dire, finalement, si par mon message, je peux inspirer, éclairer les autres, je ne sais pas de quelle manière c'est possible concrètement, mais ça peut arriver, et bien en fait, je le fais. Je transmets un message, je donne, je partage quelque chose, parce que, quelque part, je sais que ça peut toucher d'autres personnes. Et si ça touche d'autres personnes, même si elles n'ont pas la capacité à se poser les bonnes questions pour changer des choses dans leur vie, elles vont savoir à qui s'adresser, ou en tout cas, vers qui elles peuvent potentiellement dire « je suis en difficulté, j'ai besoin d'être aidée ». Et je crois que ça, c'est important. Par rapport à un sentiment légitime d'avoir l'impression d'être bloqué dans sa propre vie, de ne pas pouvoir avancer et du coup d'être en complet déséquilibre, là c'est compliqué d'accompagner des personnes qui, pour des raisons financières ou géographiques, se sentent complètement bloquées dans une situation consciente de « ça va pas ».
Ça peut être compliqué de les accompagner. C'est pour ça que la psychothérapie est un outil, mais ce n'est pas l'unique outil, heureusement. Et on peut passer par le travail autour du corps pour aider les personnes en fait à prendre conscience que quelque chose ne va pas. Que par exemple, je me lève tous les matins avec la même douleur. Et je me réveille tous les matins depuis des années et des années. Et je vais toujours voir mon ostéopathe. Et mon ostéopathe me dit toujours quelque chose que j'ai l'habitude d'entendre, que ça vient de tel endroit, etc. Mais qu'est-ce que je fais, moi, concrètement, pour changer tout ça? Pour me remettre à écouter mes sensations, mes signaux, ce que mon corps me dit, pour me dire, tiens, il y a quelque chose qui n'est plus en équilibre là. Sans aller jusqu'au fait de se poser les questions et d'aller vers une démarche d'introspection qui est pas forcément toujours évidente, mais c'est de se dire, tiens, il y a quelque chose qui se répète dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Je le laisse se répéter indéfiniment ou alors j'agis? Si je ne sais pas trop comment est-ce que je peux agir, c'est finalement quels sont mes centres d'intérêt? Par quoi j'ai envie de commencer? Quels sont les objectifs que j'aimerais me fixer pour déjà me sentir mieux? Et il y a beaucoup de personnes qui choisissent de passer par le corps en fait, pour ensuite pouvoir traiter l'esprit. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, l'esprit, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on ressent, qu'on perçoit, qu'on vit. Et finalement, le corps, on le voit. Donc, il y a des personnes pour lesquelles l'activité physique ou même l'activité artistique, la culture, etc., va les aider, du coup, à pousser la porte peut-être du soin psychologique. On a l'impression, alors peut-être pas parce que c'est plus fréquent à notre époque, mais juste parce que c'est plus visible à notre époque, ou en tout cas on le rend plus visible, qu'un grand nombre, des souffrances des personnes vient de la relation avec leurs parents et de leur enfance. Est-ce qu'on y échappe? Alors, tout dépend ce qu'on entend par y échapper. Du coup, est-ce qu'on peut fuir? C'est peut-être ça, du coup, le sens d'échapper? Non, dans le sens plutôt où est-ce que intrinsèquement, dans une relation avec entre parents-enfants, il va y avoir quelques cristallisations de mal-être, quelles qu'elles soient, qui peuvent être ressenties par l'un des deux autres parties, ou est-ce que ça peut être complètement serein et que tout se passe bien? C'est très subjectif, en fait. C'est difficile d'avoir une réponse globale à cette question. Mais ce qui compte, c'est de se dire, on vit avec notre passé, avec notre histoire, avec tout ce qui s'est passé pour nous. La question étant, est-ce que je suis conscient que je suis en train de répéter des choses que j'ai vécues étant moi-même enfant, dans la relation de couple actuelle ou dans ma relation avec mes enfants, etc. Est-ce que je suis conscient de ça? Est-ce que je suis conscient quand mon enfant me dit je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, ou mon enfant a peur quand j'ai telle ou telle réaction, parce que là, finalement, je ne suis plus la même. Est-ce que ça, j'en ai suffisamment conscience pour me dire, tiens, je suis en train de répéter quelque chose qui m'a fait souffrir avant, et aujourd'hui, peut-être que ça me fait encore souffrir, et c'est pour ça que je le répète, parce que je ne l'ai pas encore dépassé. Et les enfants sont aussi là pour nous renvoyer ça en nous disant, c'est important aussi de se dire, tiens, je fonctionne comme ça aujourd'hui, mais peut-être que cette façon de fonctionner n'est pas la meilleure, et qu'il y a des personnes autour de moi qui en souffrent. Alors, par quoi j'ai envie de commencer? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Donc, bien évidemment qu'on peut répéter, on répète beaucoup de choses à notre insu, c'est le propre de l'inconscient, mais on peut devenir conscient de tout ce qui se passe, de tout ce que l'on répète, parce que les autres vont nous renvoyer tous ces éléments-là. La question est, est-ce que je suis à l'écoute de ce que l'autre me dit? Et à l'écoute en me disant, l'autre ne me dit pas ça pour me faire du mal, il me le dit pour me faire réagir, pour me dire, eh oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais d'être à l'écoute de l'autre, c'est déjà quelque part entamer un propre travail sur soi-même en disant je ne me sens pas agressée par ce que dit l'autre et peut-être je peux réfléchir à une autre façon de fonctionner ou un dysfonctionnement dans mes réactions et dans mes émotions. Oui, mais on n'est pas obligé d'en passer par un travail sur soi à proprement parler. Il existe différentes façons de procéder, mais notamment cette ouverture d'esprit. C'est-à-dire, l'autre même, je ne vois pas pourquoi il me dirait quelque chose pour me faire du mal.
puisque l'autre m'aime et que je l'aime. Donc si moi je sens que ça me fait du mal, c'est parce que il y a quelque chose qui est toujours pas apaisé à l'intérieur de moi. Et justement, mon partenaire me donne la possibilité de voir ce qui n'a pas été encore apaisé, ce qui n'a pas été cicatrisé à l'intérieur de moi, et me donne la possibilité de changer tout ça. Donc ça passe pas forcément par un travail sur soi à proprement parler, mais vraiment par une ouverture de conscience. Et l'ouverture de conscience, on peut l'acquérir aussi parce qu'on va accepter de vivre de nouvelles expériences. On va accepter de faire des choses qui vont nous procurer beaucoup de plaisir, beaucoup de sensations, que ce soit des voyages, que ce soit des activités qu'on n'aurait jamais pensé faire auparavant et qui nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes et qui vont nous aider justement à développer cette conscience-là. Les voyages notamment, le fait de se confronter à différentes cultures, différentes traditions, différents peuples, nous aide beaucoup à comprendre des choses sur nous-mêmes et c'est une des façons en tout cas à mon sens, de travailler sur soi. Donc, en se bousculant un petit peu dans nos habitudes, on peut aussi bénéficier en retour d'une conscientisation de nos propres problèmes, enfin nos propres gestions émotionnelles. Tout à fait. Mais il y a bousculer et bousculer. C'est-à-dire juste ce qu'il faut, mais pas trop. Parce que si je me bouscule trop, je vais me décourager. Et puis je vais me dire, il y a une montagne de choses à changer en moi et je ne suis pas prêt. Et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se dire, j'ai conscience que quelque chose me fait souffrir. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt à le voir. Mais je sais que si j'ai besoin, à un moment donné, il y a des personnes qui seront là pour moi. Et ça me semble vraiment important d'avoir cet espoir et de se dire, je ne suis pas seule, je ne suis pas isolée dans ma difficulté, comme on est trop souvent tenté de le croire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport à la pérennité des choses? On se dit, ah, ça y est, le travail est fait, je suis en paix avec un équilibre dans ma vie qui me convient. Et donc, chaque petit grain de sable qui pourrait s'insinuer dans ce rouage devient un petit peu un problème ou un rocher phénoménal parce qu'on a l'impression d'avoir fait le travail et d'être arrivé à cet équilibre-là. C'est d'avoir un rapport à la discontinuité ou à la continuité des choses où on voudrait que les problèmes soient réglés pour toujours. En effet, c'est cette recherche finalement de l'équilibre permanent. Et oui, c'est ça. On ne peut que s'en rapprocher de l'équilibre permanent parce que, si vous voulez, on ne peut pas contrôler tout ce qui va nous arriver. On ne peut pas contrôler toutes les expériences qu'on va être amené à vivre. Et tout ce que l'on vit vient faire potentiellement basculer cet équilibre. Mais ce qui compte aussi, c'est de se dire, je suis en train de construire des fondations solides qui font que, même si l'équilibre commence à vaciller, il ne vacille pas trop quand même. Et, à un moment donné, je connais les ressources de mon corps, de mon esprit, qui vont me permettre aussi de rapidement rétablir cet équilibre-là. C'est-à-dire, je ne crois pas que l'idée du bonheur, c'est de rechercher la perfection. Je pense qu'on s'écarte complètement du bonheur. Le bonheur, c'est vraiment les choses très simples et ça dépend de chacun. C'est très personnel. On ne peut pas donner de définition là-dessus. Mais ce qui compte, c'est de se dire, voilà, j'accepte aussi, à un moment donné, que l'équilibre ne soit pas quelque chose de permanent. J'en ai pas peur parce que je me connais suffisamment pour pouvoir établir cet équilibre-là. Et si l'équilibre vacille, il ne vacillera pas trop, pas au point de me faire perdre confiance en moi, pas au point de me faire souffrir. Et je garde toujours le contrôle de ma vie. Parce que ce qui fait souffrir aussi, c'est lorsqu'on perd le contrôle de notre vie, lorsqu'on ne se reconnaît plus dans nos réactions, lorsqu'on a beaucoup de difficultés avec beaucoup de personnes et que on est dans une impasse finalement. Alors c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce que vous nous dites, se connaître soi-même, c'est en effet un long chemin pour se connaître. Comment on peut, est-ce qu'il y a des techniques, des tips qui pourraient nous aider au quotidien à se dire, ben tiens, là par exemple, j'ai eu une réaction qui me dépasse. Est-ce que je peux essayer de comprendre pourquoi j'ai eu cette réaction, d'où ça vient? Et une fois que l'on a compris d'où ça vient, eh bien, essayer de faire le chemin pour ne plus être impacté de la même manière? Oui.
Alors la question c'était, est-ce qu'il existe Oui, des techniques. Différentes techniques pour se connaître soi-même? Bien sûr, il en existe une multitude. Et moi, je vous invite à trouver là où les techniques qui vous correspondent. C'est vraiment quand j'arrête de penser, quand j'arrête d'être dans l'action permanente et que, par exemple, je ferme les yeux, je me concentre sur ma respiration, comment je me sens? Juste avec un exercice tout simple, comment je me sens? En fermant les yeux et en portant attention à ma respiration. Bon, il y a de grandes chances que, à ce moment-là, on se sente mieux. Parce que justement, on n'est plus dans un état d'activité permanent avec des pensées qui se bousculent dans notre tête en permanence. On revient à quelque chose d'essentiel qui est la respiration, qui est finalement cette vie qui circule en nous. Et à un moment donné, on se dit, tiens, si ça procure des effets, si ça m'aide déjà à m'apaiser, ça veut dire que je suis aussi en train de comprendre en moi que j'ai la capacité de m'auto-apaiser par le travail autour de la respiration, qui peut être une technique. Mais on peut aller aussi plus loin et parler donc, du coup de la méditation de pleine conscience, qui du coup n'est pas forcément comme on pourrait le penser, pouvoir rester assis en tailleur pendant des heures, etc., dans le noir ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça. C'est est-ce que je suis conscient de ce que je suis en train de faire et même de ce que je suis, du fait que par exemple je suis en train de ne rien faire là, juste par exemple contempler un coucher de soleil ou un lever de soleil, écouter le chant des oiseaux dans une forêt, écouter le bruit d'une rivière, etc. C'est ça finalement la méditation de pleine conscience. C'est je commence à m'harmoniser avec les éléments de la nature et je m'aperçois que je ne suis pas seule en fait, qu'il y a toute une vie autour de moi. Et je souffre parce que j'ai l'impression d'être coupée de cette vie. J'ai l'impression finalement que voilà, il n'y a rien qui me pousse à quelque part à ressentir de la joie, alors que quand je me mets à écouter le chant des oiseaux, quand je me mets à observer la nature, je sais pas, les champignons, les plantes, les animaux, etc. Là, je me dis, tiens, il se passe quelque chose quand même, il y a cet équilibre naturel qui est présent dans la nature. Alors, pourquoi il en serait autrement pour moi-même? Et quels seraient les outils qui pourraient, moi, me correspondre pour finalement me dire, tiens, je commence à mieux me connaître. Et peut-être que passer du temps en nature, ça va être une manière pour soi de mieux se connaître. D'accord. Alors, on a l'impression dans vos paroles que c'est plutôt une manière de se sentir mieux et à un moment d'être en pause dans un tumulte de vie et de juste se dire, ben voilà, j'ai le droit à un moment de rien et à me reconnecter, mais pas forcément à un moyen de mieux connaître les raisons pour lesquelles on peut ressentir, vivre, réagir, se mettre en colère ou devenir triste. Se connaître, c'est peut-être aussi savoir ça. C'est-à-dire, on a des petits problèmes d'handicap émotionnel quand même, un petit peu tous et toutes, et d'arriver des fois à comprendre nos propres émotions et à pas les confondre systématiquement avec de l'angoisse, de la peine ou de la colère ou de la frustration. Peut-être ça aussi, c'est apprendre à mieux se connaître. Mieux se connaître, c'est savoir pourquoi ou comment on peut réagir face à telle ou telle situation. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça aussi, en effet. Moi, je parlais d'une connaissance qui était plutôt intuitive, qui passait pas par le mental. Quand je parlais effectivement de cette idée de s'immerger dans la nature, d'être au contact de la vie et voilà, de prendre conscience de notre respiration, c'est quelque chose qui est intuitif, qui n'est pas calculé, qui ne passe pas par le mental. Alors que ce dont vous parlez passe par une compréhension mentale. Du coup, effectivement, c'est une autre façon de se connaître, mieux connaître nos réactions, nos émotions, savoir qu'est-ce qui a pu les déclencher et comment on peut réagir différemment. Mais ça suppose aussi, pour accéder à cette compréhension-là, se sentir relativement serein. Parce que si on ne se sent pas serein, si on est toujours agité, ça va être très compliqué de réussir à se poser, donc prendre un temps calme pour soi et en même temps se dire je vais me poser les bonnes questions parce que c'est pas si évident que ça.
Et on peut avoir besoin d'être accompagné d'une manière courte ou longue sur ce chemin-là, mais on peut avoir besoin d'être accompagné pour justement se poser les bonnes questions qui vont nous aider à avancer. Parce que les bonnes questions, c'est pas forcément les questions auxquelles on s'attend, les questions qui font plaisir. Hein, c'est surtout les questions qui viennent bousculer, qui surprennent, qui nous amènent finalement à réinterroger notre conception de la vie, notre conception de notre vie, bien sûr, et en même temps nos croyances, nos conditionnements, tout ce qu'on nous a appris et qui peut-être aujourd'hui ne nous rendent pas heureux, en fait. On peut oser remettre en question que tout ne nous a pas été utile et qu'aujourd'hui, on ne garde que ce qui nous a été utile et on crée le reste, du coup. Donc, à quel moment est-ce qu'il y a des signes qui nous disent peut-être c'est le moment de se questionner soi-même et peut-être d'aller voir un ou une professionnelle qui pourrait nous accompagner? Est-ce qu'il y a des signes physiques ou psychologiques qui nous disent là, peut-être on n'arrive plus à tout gérer et il faut entamer ce chemin-là qui peut être, comme vous le disiez, long ou court. Hein. C'est pas forcément, on part pas pour une thérapie de plusieurs années obligatoirement. Hein. On est d'accord. Enfin, je m'engage peut-être d'ailleurs, je sais pas. On est d'accord. Hein. Le temps, c'est le temps psychologique, hein. C'est un temps qui est subjectif, c'est pas un temps chronologique. On ne sait pas de combien de temps chacun va avoir besoin par rapport à ce cheminement vers soi-même. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est de se dire, voilà, je me donne le temps de comprendre des choses en moi. Et donc, votre question était finalement sur les signes qui pouvaient, faire penser à peut-être ce besoin d'être aidé, d'être accompagné. Parfois, une instabilité émotionnelle, un changement d'humeur qui est fréquent. On passe du tout au tout, on est très souvent irritable, on est très souvent stressé, on a du mal à dormir. On a parfois une perte d'appétit. Enfin, il peut y avoir des signes à la fois physiologiques, physiques, psychologiques qui font que là, on est dans un état de début de souffrance, voire de souffrance avancée. Et que donc là, en fait, il est temps de commencer, en tout cas, à regarder ce qui ne va pas. À pas vouloir tout changer en pensant que ça va être quelque chose de possible tout de suite. Mais en disant, tiens, s'il y a une petite chose que j'ai envie de changer, qui pourrait m'aider dans l'immédiat, ça serait laquelle? Et ça, c'est quelque chose de très personnel, du coup. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire appel à vous, mais ça peut être aussi pour un petit coup de pouce de mieux-être immédiat sans commencer vraiment un travail, parce qu'on n'est pas toujours prêt dans le chemin de notre vie à entamer vraiment une suite de questionnements qui pourraient tout chambouler. Tout à fait. Ça peut être juste un coup de pouce. En effet, une première rencontre. C'est pour ça que j'aime parler de rencontre quand il s'agit d'une rencontre entre le psychologue et le patient. Parce que le patient, du coup, vient avec ses propres questionnements, ses propres difficultés. Et l'idée, c'est de travailler ensemble pour aider le patient à résoudre lui-même, et j'insiste sur lui-même, ses propres difficultés. Mais du coup, le patient aussi, il apprend beaucoup de choses au psychologue. C'est tout l'enjeu d'une psychothérapie, en fait. C'est qu'il y a un travail qui se fait dans les deux sens et que le psychologue aussi se met à changer parce qu'il commence à adapter certaines choses au fonctionnement de son patient, il le comprend de mieux en mieux et du coup, voilà, de plus en plus de nouvelles choses peuvent émerger dans la relation thérapeutique au profit du patient et du psychologue. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on fonctionne comme une entité à un instant donné. Et après, le patient, normalement, est suffisamment en confiance pour se dire, tiens, ça m'a motivé pour, du coup. Et j'ai envie de partager ça ensuite avec le psychologue ou un autre professionnel du soin, qui peut aussi être un éducateur sportif, qui intervient, du coup, dans une dynamique de santé et de soins. J'ai juste envie de partager mon évolution, du coup. Et donc, vous parliez de rencontres, ce qui veut dire qu'on reste des individus et que des fois, la rencontre se passe pas forcément bien, que nous ne sommes pas les bonnes personnes pour travailler ensemble. Est-ce que ça peut se régler ou est-ce qu'il faut spontanément trouver le ou la thérapeute qui nous convient? Alors, c'est toujours
c'est toujours très subjectif, cette question. Mais ce qui compte, c'est de se dire, tiens, est-ce que cette rencontre a suscité quelque chose en moi? Si ça a suscité quelque chose, c'est très bien. Parce que c'est le but d'une rencontre avec un psychologue, c'est que ça suscite une émotion, une pensée, peut-être une remise en question, parfois, un doute, du coup, aussi. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est est-ce que ça a suscité quelque chose en moi? Et est-ce que je me suis sentie suffisamment entendue, compris, respectée dans mon identité, dans mon parcours, là où j'en suis, pour avoir envie de m'ouvrir davantage, de me livrer davantage au psychologue. Et ça me paraît vraiment très important. Donc, encore une fois, c'est très subjectif. Bon, mais merci beaucoup. Merci à vous.